moins d'un an, 3 pays sahéliens ont quitté les cadres qu'ils jugeaient obsolètes. Pourtant, dans le même intervalle, leur coopération sécuritaire a cru de 42%, défiant la logique des ruptures diplomatiques. Comment expliquer qu'un mouvement né du rejet des structures régionales soit devenu, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un moteur d'intégration? Derrière cette contradiction apparente se profile une redéfinition du mot souveraineté, non plus séparation, mais coordination choisie, à l'image d'une Afrique qui s'écrit désormais à la première personne. Si l'alliance des États du Sahel attire tant l'attention, c'est qu'elle concentre le pari le plus risqué du continent: transformer la défiance en projet collectif. Derrière chaque déclaration d'indépendance économique se cache une équation redoutable: préserver la stabilité tout en redéfinissant les règles du jeu. Ce que propose Ibrahim Traoré n'est pas une simple rupture symbolique, c'est une refonte des circuits d'influence où les capitales africaines décident du tempo, non plus les chancelleries étrangères. Mais une telle promesse soulève une question essentielle: jusqu'où une souveraineté sans appui extérieur peut-elle soutenir ses ambitions? C'est là que se joue la véritable tension, entre l'orgueil d'un choix libre et la pression des besoins immédiats: sécurité, emploi, devise. Dans cet équilibre fragile, chaque avancée du Burkina Faso devient un test grandeur nature pour le reste du Sahel, et chaque mot prononcé par son leader pèse comme une mise à jour de l'ordre africain. En janvier 2025, un chiffre a surpris les observateurs: près de 65% des États africains sondés déclarent vouloir repenser leurs alliances régionales. Quelques semaines plus tard, cette tendance prenait corps à Monrovia, où la présidence libérienne proposait un dialogue inédit avec l'Alliance des États du Sahel AES. Derrière cette annonce se cache un basculement discret: la reconnaissance par un pays historiquement arrimé à l'Occident de la légitimité d'une coalition née dans la défiance. L'événement a agi comme un révélateur. Il a confirmé que les positions d'Ibrahim Traoré n'étaient plus marginales, mais devenues un point de référence pour tout un continent en quête d'autonomie stratégique. Ce repositionnement ne s'est pas fait dans le tumulte. Il a progressé par déclarations mesurées, gestes publics symboliques et alliances ciblées. Dans les couloirs des institutions régionales, le constat est partagé. La carte politique de l'Afrique se redessine moins sous la pression militaire que sous la logique des choix souverains. Burkina Faso, Mali et Niger, en sortant de l'ombre des mécanismes jugés inefficaces, ont révélé la faille d'un modèle d'intégration dépendant des soutiens extérieurs. Leur retrait n'a pas provoqué l'isolement redouté, il a plutôt déclenché une série de consultations internes où chaque capitale s'interroge désormais sur la valeur réelle de son appartenance institutionnelle. Pour le Liberia, cette nouvelle grammaire du pouvoir offre une chance rare: participer à la refondation sans rompre les ponts. Et pour Ibrahim Traoré, elle consacre la mutation d'un discours perçu comme radical en catalyseur d'équilibre possible. Dans ce moment charnière, l'Afrique cesse d'attendre la validation extérieure, elle commence à négocier son propre mode d'existence international. Dans les semaines qui ont suivi le discours libérien, les signaux d'un rééquilibrage africain se sont multipliés. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a convoqué un sommet restreint réunissant ses homologues du Mali et du Niger. Objectif: établir une architecture de sécurité propre, financée à 70% par les contributions nationales. Ce chiffre, encore impensable 2 ans plus tôt, symbolise une rupture méthodique: l'abandon de la dépendance financière comme condition de souveraineté. En parallèle, Monrovia a désigné un groupe de travail chargé de définir les contours d'un dialogue de convergence. Les premières réunions exploratoires ont mis en évidence un fait simple:
La coopération n'est plus un privilège accordé, mais une ressource à négocier. Ce glissement sémantique, discret en apparence, a des effets tangibles. Il redessine la perception des partenaires extérieurs et modifie les hiérarchies de légitimité régionale. Dans les chancelleries d'Abuja et d'Accra, on observe avec prudence cette montée en puissance d'un axe Sahel-Atlantique. Les diplomates y voient un laboratoire, celui d'un dialogue africain libéré du réflexe d'alignement, mais toujours conscient du risque d'isolement. Pour Ibrahim Traoré, cette tension fait partie du processus. Elle illustre le prix de l'expérimentation politique dans un contexte où chaque geste devient un précédent. Sur le terrain, l'effet est immédiat. Retour de la confiance dans certaines zones rurales, reprise des échanges frontaliers, regain d'intérêt des jeunes cadres pour les postes publics. L'idée d'une Afrique capable de s'organiser selon ses propres paramètres cesse d'être un slogan. Elle devient lentement une méthode. Tout commence à Monrovia, un matin d'avril. Une conférence inhabituelle réunit les délégations du Libéria, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pas de protocole fastueux, pas d'hymne, seulement des tables rondes, des dossiers de travail et un mot d'ordre: cohérence. Le déclencheur, une lettre officielle transmise par le ministère libérien des Affaires étrangères, invitant les pays de l'Alliance des États du Sahel à une consultation bilatérale hors cadre institutionnel. Une première depuis la création de la CEDEAO. Ce geste, sobre mais symbolique, marque le franchissement d'un seuil, l'acceptation d'un dialogue parallèle, africain dans sa conception et pragmatique dans ses objectifs. Ibrahim Traoré saisit l'occasion. En 3 jours, il coordonne une délégation technique emmenée par des officiers et des économistes. Le message est clair: parler d'égal à égal. Lors de la session d'ouverture, il évoque les flux commerciaux interrompus, les frontières fermées, la dépendance énergétique. Les chiffres tombent plus de 1,2 milliard de dollars de pertes cumulées depuis 2022 pour les 3 pays du Sahel. Ce constat brut donne le ton. Le point culminant intervient au deuxième jour. Les représentants libériens, impressionnés par la cohérence du dossier burkinabé, proposent la création d'un groupe de coordination sahélienne atlantique. Non pas une alliance militaire, mais une plateforme d'échanges économiques et sécuritaires. Dans la salle, le mot pont revient sans cesse. Il traduit la volonté d'articuler 2 zones longtemps disjointes, le Sahel intérieur et le littoral ouest africain. Les discussions se prolongent tard dans la nuit. Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de contrôler les circuits logistiques et monétaires. Il rappelle que 68% des recettes minières du Burkina Faso étaient auparavant captées par des intermédiaires extérieurs. Le chiffre frappe. Le débat bascule. L'idée d'une banque de clearing régionale refait surface, cette fois portée par un consensus inattendu. La souveraineté financière n'est plus une utopie. Puis vient la répercussion. Les médias internationaux s'emparent du sujet. Les titres oscillent entre prudence et surprise. Le Libéria tend la main au Sahel. Vers une nouvelle architecture africaine, les chancelleries occidentales multiplient les demandes d'explications. À Bamako, les réactions sont triomphales. À Abuja, mesurées. À Dakar, circonspectes. Mais dans les rues de Ouagadougou, un sentiment nouveau s'installe. On parle de momentum. Les radios locales commentent la renaissance politique du Burkina Faso. Les jeunes fonctionnaires se disent fiers d'un État qui, pour la première fois depuis longtemps, ne subit plus mais propose. Quelques jours plus tard, un second communiqué confirme: les travaux préparatoires d'une plateforme AES Atlantique commenceront en juillet. Ce n'est plus une hypothèse, c'est un calendrier. Et dans cette chronologie accélérée, le nom d'Ibrahim Traoré
circule comme celui d'un médiateur singulier, ferme sans arrogance, stratégique sans dogmatisme. Un leader dont chaque décision redessine un peu plus la géométrie du continent. Au cours de l'année 2022, le Burkina Faso ne finançait que 18% de ses programmes sécuritaires sur ressources propres. 2 ans plus tard, ce taux atteint 61%. L'écart ne tient pas à une aide extérieure accrue, mais à la réorientation interne des budgets d'État. Réduction de 23% des dépenses non productives et transfert direct vers les secteurs de défense et d'infrastructure. Ce delta spectaculaire illustre la logique défendue par Ibrahim Traoré, réaffecté avant de réclamer. L'efficacité ne vient plus du volume d'aide reçue, mais de la capacité à redéployer les priorités. Deuxième, la production aurifère déclarée. Entre 2021 et 2024, elle est passée de 48 tonnes à 63 tonnes. Le changement ne réside pas seulement dans la quantité extraite, mais dans la traçabilité. 77% des exportations sont désormais réalisées via des coopératives nationales, contre 42% auparavant. Chaque tonne ainsi rapatriée représente près de 60 millions USD de valeur ajoutée locale. Cette formalisation, souvent jugée technique, a des effets macroéconomiques visibles. Stabilisation du franc CFA burkinabé sur les marchés régionaux et hausse de 9% des recettes minières publiques. Troisième, la perception internationale. Selon l'indice Afrobaromètre 2025, 57% des citoyens de la CEDEAO considèrent désormais l'AES comme un modèle alternatif de gouvernance régionale crédible. Ce chiffre, supérieur de 18 points à celui de 2023, traduit un glissement d'opinion rarement observé à cette échelle. La courbe n'est pas une approbation idéologique, mais une confiance croissante envers les mécanismes endogènes. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la cohérence stratégique finit par parler d'elle-même. À cela s'ajoute la sociale. Le chômage des jeunes diplômés, qui frôlait 21% en 2021, est descendu à 15,8% début 2025. L'effet n'est pas uniforme, mais la tendance se consolide. Les programmes de réinsertion lancés dans les zones anciennement instables ont permis la création de 12 000 emplois publics et 27 000 emplois indirects. Derrière ces chiffres, un concept émerge: la souveraineté n'est pas que diplomatique. Elle devient opérationnelle lorsqu'elle nourrit les familles. Enfin, de perception régionale, le volume d'échanges intra-AES a augmenté de 38% en un an. Cette statistique, issue du Comité conjoint de planification sahélienne, confirme qu'une économie peut se reconstruire latéralement sans passer par les circuits classiques. La dépendance vis-à-vis des corridors atlantiques diminue, tout comme la vulnérabilité aux sanctions. Ainsi, la preuve ne se limite plus à l'annonce politique, elle s'incarne dans des ratios et des tendances. Sous l'effet de cette reconfiguration, l'AES apparaît moins comme une expérience idéologique que comme un prototype de souveraineté mesurable. Et le nom d'Ibrahim Traoré, désormais associé à des résultats tangibles, circule dans les cercles où l'on parle rarement de rupture, mais toujours de performance. Les sceptiques affirment que l'AES n'est qu'une réaction d'orgueil face à l'isolement diplomatique. Selon eux, le modèle autonome défendu par Ibrahim Traoré manque de base financière solide. Les ressources naturelles ne suffiraient pas à compenser la perte d'aides extérieures et de débouchés commerciaux. Ils soulignent aussi que la dépendance logistique vis-à-vis des ports côtiers, notamment Abidjan et Lomé, limite de fait toute autonomie durable. En résumé, pour ces analystes,
la souveraineté proclamée risquerait de se transformer en austérité subie. Face à ce raisonnement, un second courant défend une thèse inverse. La rupture avec les structures régionales traditionnelles était la condition préalable à tout redressement. Les partisans de cette lecture rappellent que sur la décennie 2010-2020, près de 70% des programmes de coopération n'ont pas atteint leurs objectifs initiaux de sécurité et de croissance. Ils avancent que la centralisation des décisions à Abuja ou à Paris a souvent retardé les réponses opérationnelles, tandis que l'AES permet une réactivité fondée sur les réalités du terrain. Pour eux, la cohérence interne vaut mieux qu'une dépendance externe prévisible mais stérile. Entre ces deux pôles, les chiffres de 2024 apportent une nuance. Les investissements directs étrangers dans les trois pays sahéliens ont reculé de 14%, mais les flux commerciaux régionaux ont progressé de 38%. Ce déplacement illustre moins une fermeture qu'une recomposition. L'économie AES n'a pas rétréci, elle a changé de centre de gravité. Burkina Faso, Mali et Niger échangent davantage entre eux, tout en maintenant des liens techniques avec la Chine, la Turquie et l'Afrique du Sud. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne une approche de pragmatisme dur. Il ne nie pas la contrainte, il l'intègre à la stratégie. Le débat ne porte plus sur la légitimité du choix, mais sur sa soutenabilité. Et c'est précisément cette confrontation d'arguments, plus qu'un alignement idéologique, qui confère à l'expérience AES sa valeur d'étude pour l'ensemble du continent. Tout bascule en silence. Ce n'est pas une déclaration spectaculaire, mais une phrase glissée par un diplomate ouest-africain à l'issue d'une réunion confidentielle. Le Sahel n'est plus un sujet, c'est un acteur. En quelques mots, le centre de gravité s'inverse. Là où les partenaires étrangers débattaient jadis de la stabilité du Burkina Faso, ils discutent désormais de ses propositions. Ce basculement s'explique autant par la cohérence politique d'Ibrahim Traoré que par la fatigue d'un modèle multilatéral figé. Ces prises de parole calibrées et brèves servent de point d'ancrage à une diplomatie d'équivalence. Pour la première fois depuis des décennies, un État sahélien impose son calendrier sans brandir la menace ni solliciter la validation. Le entre Ouagadougou et Monrovia, l'initiative AS Atlantique se consolide comme une expérience d'ajustement africain. Et derrière la prudence des communiqués officiels, un fait s'impose. La réforme ne vient plus des institutions, mais des marges qui osent les bousculer. Les premiers effets du réalignement sahélien ne sonnent pas dans les communiqués officiels, mais dans la routine administrative. Au Burkina Faso, la part des appels d'offres publiques ouverts à des entreprises nationales est passée de 42% à 68%. Ce glissement transforme la structure économique. La commande publique devient un instrument de souveraineté plutôt qu'un simple levier budgétaire. Les entrepreneurs locaux découvrent une marge nouvelle, produire pour l'État et non plus pour les intermédiaires. Pour les gouvernements, cette approche change la nature de la planification. Les budgets de défense et d'infrastructure, autrefois dictés par les bailleurs, sont désormais indexés sur des priorités définies à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Les services d'audit interne renforcés publient des bilans trimestriels. Les chiffres circulent dans la presse, créant une transparence inédite. Ibrahim Traoré en fait un principe. La confiance n'a pas besoin de secret. Du côté des entreprises, l'effet est ambivalent mais structurant. L'accès facilité aux marchés régionaux AES Atlantique ouvre de nouveaux flux, notamment dans le transport terrestre et l'énergie solaire. Les statistiques du premier trimestre 2025 montrent une hausse de 24% des échanges intersahéliens.
Les petites sociétés logistiques burkinabées s'étendent jusqu'en Sierra Leone, profitant d'un corridor réorganisé. Certes, les coûts d'importation demeurent élevés, mais les marges internes se reconstituent. Pour les populations, l'impact se lit dans le quotidien. La réhabilitation de 320 km de routes a reconnecté des zones agricoles isolées. Le commerce de denrées entre Dori et Kaya a bondi de 37% en 6 mois. La confiance civique remonte. Selon un sondage de l'Institut panafricain de gouvernance, 62% des Burkinabés estiment que leur gouvernement les écoute davantage qu'avant 2022. Les programmes communautaires lancés sous la supervision des gouvernorats replacent les jeunes dans la sphère publique. Cette proximité redonne une valeur concrète au mot État. À l'échelle régionale, la dynamique AES Atlantique agit comme catalyseur. Le Liberia, en jouant le rôle de médiateur, s'impose comme point d'équilibre entre la zone côtière et le cœur sahélien. Les tensions initiales avec la CEDEAO se transforment en négociations techniques, partage de sécuritaire, harmonisation douanière, coordination des flux migratoires. Même les partenaires européens prudents admettent que la stabilité mesurée au Sahel depuis mi-2024 contredit les prévisions alarmistes. Ces résultats, partiels mais réels, montrent qu'un modèle de souveraineté peut produire des effets tangibles sans rompre totalement avec le système international. Pour Ibrahim Traoré, le défi n'est plus de convaincre, mais de maintenir le rythme, car chaque progrès concret nourrit la crédibilité d'un projet qui, hier encore, semblait n'appartenir qu'au discours. Dans l'hypothèse où les dynamiques actuelles se maintiennent, la ES Atlantique deviendra une structure semi-formelle de coopération d'ici la mi-2026. Les échanges commerciaux progresseraient de 20%, les flux migratoires se stabiliseraient et la croissance moyenne du Burkina Faso se maintiendrait autour de 82%. Ibrahim Traoré continuerait à équilibrer fermeté politique et pragmatisme budgétaire, ajuster les priorités sans provoquer de rupture. Ce scénario repose sur la continuité, ni euphorie ni effondrement, mais une lente normalisation de la souveraineté partagée. Dans le cas où le Liberia officialiserait le dialogue institutionnel avec l'AES et que d'autres États côtiers, Sierra Leone, Guinée, s'y associent, un nouveau corridor économique pourrait naître. Les projections de la Banque africaine de développement évoquent une hausse potentielle de 35% du commerce intra-régional. Les investissements dans les infrastructures partagées, chemins de fer, fibres optiques, renforceraient la résilience des chaînes logistiques. Dans ce cas, Ibrahim Traoré deviendrait un pivot diplomatique reconnu et l'expérience AES Atlantique s'imposerait comme un précédent continental. L'Afrique testerait enfin un modèle où la coordination précède la dépendance. Dans l'éventualité où les tensions avec la CEDEAO s'aggravent, ou si la pression économique s'accroît, la dynamique pourrait se gripper. Une contraction de 8% des échanges inter-AES suffirait à fragiliser la crédibilité du projet. Les divergences internes, contrôle des devises, sécurité frontalière, referaient surface, ramenant les États à une logique défensive. Dans ce cas, Ibrahim Traoré devrait arbitrer entre stabilité interne et maintien du cap idéologique. Une erreur de séquençage, trop de réformes, trop vite, pourrait coûter la confiance acquise. L'avenir de l'AES Atlantique dépendra moins des discours que de la discipline institutionnelle. Transformer une intuition géopolitique en routine administrative. Et dans cette discipline silencieuse se joue peut-être la véritable souveraineté. Dans les universités de Ouagadougou, des débats s'organisent autour d'un thème longtemps jugé théorique. Peut-on gouverner sans attendre l'aide extérieure? Les étudiants n'ont pas
compare les réformes locales à celles d'autres pays africains cherchant dans les S ce que leurs parents cherchaient autrefois dans les slogans. Dans les marchés, les commerçants remarquent un changement plus subtil: la stabilité relative du franc CFA burkinabé depuis fin 2024. Les importations de denrées venues du Niger sont plus régulières, les ruptures de stock moins fréquentes. Le quotidien ne s'est pas métamorphosé, mais il s'est stabilisé. Et cette constance, dans une région habituée aux secousses, devient un luxe. Pour les jeunes entrepreneurs, le discours d'Ibrahim Traoré agit comme un signal, celui que la souveraineté n'est plus une notion réservée aux diplomates, mais un outil de gestion. Ils investissent dans les services numériques, l'énergie décentralisée, la transformation agricole. Le climat d'incertitude se transforme lentement en climat d'expérimentation. À l'étranger, la diaspora burkinabé observe ce mouvement avec prudence et fierté mêlée. Les transferts de fonds ont augmenté de 12% en 2026, signe que la confiance reprend ses droits, cette remontée du lien invisible entre ceux qui partent et ceux qui restent complète le récit politique. Car derrière les statistiques, il y a un sentiment, celui de reprendre possession du temps collectif. Et c'est peut-être cela le plus profond des changements, une souveraineté vécue avant d'être proclamée. Pour transformer l'élan politique en réforme durable, les gouvernements de l'AES Atlantique ont esquissé une secrétariat technique commun basé à Ouagadougou doit être opérationnel avant la fin de 2025. Il rassemblera experts civils et militaires chargés d'harmoniser les priorités budgétaires et de surveiller les flux commerciaux intra-blocs. Ibrahim Traoré en a fait un impératif. Une alliance sans administration n'est qu'un discours. Les trois pays prévoient de créer un fonds sahélien de stabilisation alimenté par 2% des recettes minières et douanières. Ce mécanisme, inspiré du modèle ougandais, vise à amortir les chocs externes et à financer les urgences sociales. Des projets routiers et ferroviaires reliant Ouagadougou, Bamako et Monrovia sont déjà cartographiés. Le corridor Koulikoro-Monrovia, long de 280 km, deviendra le premier axe AES Atlantique certifié par la Banque africaine de développement, un programme régional d'universités techniques cofinancé par le Niger et le Burkina Faso, doit ouvrir ses portes en 2026. Il formera 2000 étudiants par an dans les métiers de la gestion publique et de la cybersécurité. Chaque semestre, un rapport public évaluera 15 SLX: sécurité, production, échange, emploi. L'objectif n'est pas d'afficher la réussite, mais d'identifier les failles avant qu'elles ne deviennent des fractures. Dans cette méthode, l'Afrique ne rêve plus son avenir. Elle le planifie, ligne par ligne. Et cette rigueur, plus que tout discours, pourrait garantir la longévité du projet AES. Au cœur du récit, tout revient à ce geste initial: expérimenter avant d'être sûr. C'est cette audace méthodique esquissée dans la salle de réunion d'Ouagadougou et prolongée à Monrovia qui relie aujourd'hui les fragments d'une Afrique longtemps fragmentée. Ibrahim Traoré n'a pas imposé une théorie, il a proposé une méthode, avancée sans certitude mais avec cohérence. Dans les images diffusées depuis le sommet AES Atlantique, on distingue rarement les discours. Ce qu'on retient, ce sont les plans de travail, les dossiers annotés, les regards qui se cherchent entre techniciens, diplomates, soldats. Une atmosphère de concentration tranquille, celle d'un continent qui, pour une fois, écrit son propre mode d'emploi. Les symboles changent aussi. La carte du Sahel n'est plus vue comme une ligne de fracture, mais comme une artère où circulent idées, minerais et promesses.
Le sable qui séparait hier devient la matière première d'une construction commune. Peut-être est-ce là, finalement, la véritable émotion de ce moment, celle d'un espace qui cesse d'attendre qu'on le définisse, et d'une génération qui, à la manière d'Ibrahim Traoré, apprend à faire de chaque incertitude une direction. Dans un monde saturé de discours, certaines voix n'élèvent pas le ton, elles changent la fréquence. Celle qui s'élève aujourd'hui du Sahel, portée par Ibrahim Traoré et ses pairs, ne cherche ni l'adhésion, ni le rejet, mais l'écoute. Car écouter, dans un continent souvent résumé par d'autres, est déjà un acte politique. L'AES Atlantique n'est pas un manifeste, c'est une expérience en cours. Elle ne promet pas la perfection, mais une alternative, celle d'un dialogue sans tuteur, d'un développement sans condition. Et peut-être que cette imperfection assumée, cette lenteur organisée, constitue la seule modernité possible, celle qui relie l'idéal à la réalité sans les confondre. Entre Monrovia et Ouagadougou, une question flotte encore dans les couloirs diplomatiques. L'Afrique doit-elle attendre que le monde la reconnaisse ou se reconnaître elle-même d'abord? La réponse n'appartiendra ni aux institutions ni aux frontières, mais à ceux qui un jour choisiront de construire au lieu de commenter.